Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Digital Mail pour ce nouvel épisode. Et Lionel, nous parlons interopérabilité. Interopérabilité des systèmes informatiques. Alors, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une chimère? On voit ça tout de suite. Sur Digital Mail. Salut Lionel. Salut Mathieu. Eh ben on y est, ça y est. Je sais plus le combienième épisode parce qu'on en a d'avance, qu'on a lancé avant, qu'on a lancé après. En tout cas, merci à tous pour vos soutiens, vos commentaires. Et puis, écoutez, on se retrouve donc pour, comme on vous l'a dit, un nouvel épisode sur l'interopérabilité. L'interopérabilité des systèmes informatiques. Alors, pourquoi faut-il aller vers plus d'interopérabilité? On va essayer d'être clair. On va commencer peut-être par une petite définition. Oui, parce que je pense que justement, tu parles toi à la fois de compatibilité, de standard de fait. Tu abordes aussi la notion d'interopérabilité, mais en troisième niveau. Oui, c'est-à-dire que la compatibilité, c'est ce que vous connaissez. Ce sont des systèmes, il y a un petit schéma derrière nous, ce sont des systèmes qui sont en capacité de dialoguer ensemble. Le standard de fait, c'est l'émergence d'un système dominant. Et ce système dominant oblige les différents acteurs d'un marché à se rendre compatibles de ce système dominant. Et puis l'interopérabilité, c'est que nous n'avons plus en fait de système qui est dominant et surtout dominé par un acteur, mais surtout un système qui est ouvert. Ça devient un standard ouvert que tout le monde va pouvoir utiliser. Donc l'interopérabilité, c'est finalement par rapport à la compatibilité, c'est compatibilité universelle. Universelle, effectivement, voilà. Qui va pouvoir permettre à l'ensemble des objets, l'ensemble de tout système d'information quelconque, que ce soit les API ou l'IoT, parce qu'on en parlera en fin de vidéo, et de trouver des points de connexion, des points d'échange et des points finalement de discussion. Une bonne illustration pour vous faire comprendre ce que c'est que l'interopérabilité et ce que c'est que le standard de fait et comment ça peut être piégeux. Une bonne illustration, c'est le syndrome de la capsule. Tu peux peut-être nous raconter, toi qui aimes bien le café. On en a parlé, effectivement. Alors, si comment vous aimez le café, grosso modo, vous avez effectivement certainement une machine à capsule. On ne précisera pas le nom, mais il y en a une en arrière-plan. Enfin, il y en a même deux. Donc, dans l'idée, effectivement, on achète tout d'abord une machine. Et c'est cette machine qui nous amène à avoir un usage finalement autour d'un bien-être technologique, d'un bien-être d'utilisation que l'on a et qui offre beaucoup de services. C'est vrai qu'à l'image de ce que l'on pourrait trouver sur Nespresso, on est clairement sur un usage. Effectivement, l'objet nous plaît, l'usage est extrêmement simplifié, la qualité est excellente, donc de fait, au bout d'un moment, on n'utilise plus que ça. Alors, ce qui fait que ça devient du mainstream, ça devient finalement le syndrome de la capsule, parce qu'à terme, finalement, au-delà d'être bien vendu avec une communication qui est extrêmement soignée, marketing extrêmement performant, l'objet et le choix qu'il y a, bien entendu, j'adore absolument ce café. Finalement, à terme, on risque peut-être d'avoir un rétrécissement de l'offre en termes de gamme et en termes de café. C'est-à-dire qu'on est surtout soumis au diktat de ce fabricant. C'est-à-dire que sa gamme, elle est peut-être pas si grande que ça, même si toi tu aimes particulièrement une ou deux essences de café, un ou deux arômes. Ensuite, il n'est pas possible de choisir les vrais arômes que l'on pourrait choisir dans une brûlerie de café. On est imposé par la marque. Totalement. Et puis surtout, elle peut faire disparaître un arôme parce qu'ils ne seront pas assez, et pourtant c'est celui que tu aimais. Et puis, au pire, s'il fait faillite, en plus, vous n'avez carrément plus la machine, plus les arômes, plus rien, vous n'avez plus de café, vous ressortez votre casserole. Entre-temps, tout le monde sera mort, parce que de toute façon, derrière, ils seront tous... ils auront aussi... Enfin, voilà, c'est un problème de production aussi à la source, parce que finalement, on est contraint de rentrer dans une gamme de produits qui est déterminée par le choix de celui qui achète le café à la racine même. Donc, quid des différents fabricants de café, ceux qui font pousser cette graine absolument magnifique. Donc vous avez compris, le syndrome de la capsule, c'est finalement être un petit peu pied et poing lié d'un fabricant. Tu le fais bien, Lionel. Hop, voilà. Vous avez compris le geste. Mais il y a une autre blague pour les... Oui, c'était Microsoft, on en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, comme moi, à l'époque où Microsoft, justement, avait ce caractère hégémonique et dominant qu'aujourd'hui, au fil des revues, on attribue à Google. On reviendra dessus. Alors laisse-moi te poser la question, Lionel. C'est combien faut-il d'ingénieurs chez Microsoft pour changer une ampoule? Alors la réponse c'est 0, parce qu'il suffit que Microsoft décrète le noir comme la norme. Voilà, non mais ça c'est private joke. Voilà, ça courait dans les années fin des années 90-2000 quand Microsoft était évidemment ultra dominant sur le marché de l'informatique et que Apple évidemment avait du mal à survivre et même Steve Jobs n'était pas encore revenu aux manettes.
C'était il y a bien longtemps. On pourra en reparler de ceux qui étaient à l'origine d'un business. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Il y avait un super article à ce sujet dans le dernier Fast Company ou Inc. Je ne me rappelle plus la revue, mais une des deux, et qui est absolument génial sur ceux qui étaient partis du business et qui étaient revenus juste après pour ressauver le bateau. Enfin bon bref, si on en revient à nos moutons, est-ce que ça a une modification quelconque sur le travail, sur la manière de gérer les services d'information ou autres par rapport, enfin les DSI. Est-ce que ça a un impact finalement dans l'entreprise? Pour la direction des services informatiques, si on veut choisir, si on se dirige vers une nouvelle solution IT, une nouvelle solution technique, on va essayer d'avoir un environnement qui soit le moins propriétaire possible. Surtout si on s'oriente vers des solutions qui ont par nature vocation à étendre leur capacité, à faire évoluer leur capacité. Alors ça veut dire s'orienter vers du logiciel libre, donc des systèmes d'exploitation libres, des formats de fichiers ouverts, mais ça a une énorme importance puisque ça permet de rationaliser le travail, ça permet d'économiser les ressources, puisque quand vous mettez 1, 2 ou 3 ingénieurs pour développer un système, eh bien ils sont 100% sur le système unifié. Si vous avez plusieurs systèmes qui sont vaguement compatibles, eh bien vous avez un ingénieur qui développe, par exemple en Objective-C pour ceux qui feraient leurs applications pour iOS, et puis vous en avez qui développent en Java. Et donc finalement, vous démultipliez les ressources pour finalement arriver à un seul objectif qui est arriver à avoir votre service déployé sur de multiples plateformes. Donc pour la DSI, c'est vraiment intéressant de travailler sur des systèmes qui soient le plus interopérables. Ça, c'est l'objectif. Est-ce que c'est pas ça en même temps qui fait que nous sommes encore obligés de nous palucher du Internet Explorer 9 je suis gentil, 9, ça doit être 6 ou 7. Ah oui, voilà. Non, 8, il y en a encore 8. Parce que nous, on a... 7, 8, bon bref, je ne fais pas de commentaires, mais voilà. Donc c'est des soucis qui sont effectivement inhérents à certaines solutions auxquelles il a fallu effectivement... Parce que ce sont des solutions qui héritent, en fait, qui ont été développées. Encore une fois, les applications métiers sont des applications qui sont lourdes à développer, qui sont coûteuses. Et quand vous avez développé une application qui était compatible jusqu'à IE9, eh bien IE progresse, mais les entreprises sont obligées de garder sur les postes de leurs différents collaborateurs IE9 pour pouvoir travailler avec cette application. C'est complètement dingue. Et fatalement, ces personnes-là ont un logiciel de navigation qui est obsolète, parce que IE9 est largement obsolète pour les technologies actuelles, probablement dangereux, etc. Mais malgré tout, on était marié avec une technologie qui n'était traduite que par le logiciel de Microsoft. Donc on a des solutions open source, on a même une fondation qui s'appelle OpenStack, qui travaille sur tout ce qui est infrastructure en tant que service, au niveau du cloud. Cette fondation a d'ailleurs été rejointe par des grandes marques comme Cisco, comme Dell, comme IBM, comme HP. Comme quoi aussi les grandes marques se disent, ce sont aussi des grands fournisseurs de matériel. Ils sont aussi dans la partie hard. C'est le retour en même temps de ceux de manière visible de ceux qui étaient historiquement dans le hardware. Exactement, parce qu'eux, ils fabriquent du matériel. Alors, leur matériel, il a intérêt à être extra polyvalent aujourd'hui. Et c'est un enjeu parce que les GAFA, en général, puisque c'est aussi eux principalement, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui possèdent quasi 80% de la data, accessoirement, c'est eux aussi qui sont dans cette course au mainstream, c'est-à-dire cette course au placement de la technologie. Que ce soit Siri, que ce soit Alexa de Google, d'Amazon, que ce soit le OK Google, etc. Bref, on est dans une course au mainstream, on est dans une course un mainstream aussi... toujours un pensée dominant, c'est-à-dire le canal privilégié technologique pour imposer effectivement le standard de fait. Le standard de fait. Exactement. Donc gros souci, effectivement, attention à ces enjeux, parce que dans les 3 ans, ça va bouger dans tous les sens. C'est une course absolument passionnante à suivre si vous aimez voir un peu côté actu et côté techno et côté ingé. C'est vraiment un monde absolument passionnant. Alors notre vidéo s'appelle Interopérabilité, solution ou chimère. La problématique de la chimère, on ne va pas aller chercher le Bellérophon, vous taperez Bellérophon sur Wikipédia. On mettra le lien, je n'ai pas compris moi. Donc est-ce que en fait l'économie de marché dans laquelle on est tous, les économies occidentales, n'est pas en fait un frein à cette interopérabilité? Voilà, j'ai trouvé le mot. Parce que finalement, ça va à l'encontre des rentes de situation qui sont générées par le mainstream et donc les standards de fait. Donc ce que l'on vit aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vit depuis quelques années? Une révolution du digital version portable, donc avec des nouveaux systèmes d'exploitation comme iOS ou comme Android qui deviennent des systèmes dominants parce que l'usage des clients se fait aussi par le biais de ces systèmes. Des clients, des employés dans leur quotidien, parce que
un employé sans tablette, voilà. Excusez-moi, c'est rigolo, quoi. Donc les développeurs de ces systèmes que sont Google ou Apple essayent aussi d'imposer leurs standards, que ce soit pour la lecture de la musique via iTunes depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, etc. Donc c'est une bagarre. Qui aura le meilleur cloud? Bon, c'est peut-être un peu Google. Qui aura la meilleure plateforme musicale? C'est probablement un peu Apple. Et évidemment, tous ces standards-là se battent. Ça serait bien que certains acteurs puissent les départager si c'était possible. N'abordons pas de sujet qui fâche. Donc la difficulté pour les acteurs mineurs, dans le cas que l'on vient de décrire, c'est évidemment qu'ils ne peuvent innover qu'en restant compatibles. Alors que si on était dans des systèmes interopérables, on aurait la possibilité pour les acteurs mineurs. On ne poserait pas cette question. Chacun travaillerait dans son coin, chacun travaillerait à amener sa brique, et la brique construirait la pyramide. Donc on peut considérer que l'interopérabilité étant le langage universel, c'est la voie naturellement tracée pour l'avenir de la technologie. C'est ce qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Surtout. Si les conditions du marché sont favorables au fait que tout le monde se parle correctement. Exactement. C'est l'espéranto. Tout le monde parle la même langue. Donc finalement, on avance plus vite dans la pensée. On n'a pas besoin de traduire. Quid du combat acharné Samsung-Apple? J'avais passé un petit truc, oui. Alors, est-ce qu'en même temps, pour résumer, pour finir, parce qu'il y a un point qui est important là-dedans, c'est les acteurs publics et le fait qu'ils soient présents dans tout cet écosystème pour essayer de favoriser une interopérabilité ou une compatibilité, essayer d'imposer, de pousser des standards pour faire en sorte que, à terme, toutes les datas puissent communiquer nettement plus facilement entre les différentes applications ou API. Alors, les acteurs publics sont des prescripteurs extrêmement puissants. On se souvient que l'éducation nationale était la deuxième entreprise au monde après l'armée russe à une époque. Donc, on imagine la puissance d'un acteur public. Quand il prend un système, quand il développe sur un système et qu'il enrichit ce système par rapport à ses différents besoins, c'est un acteur extrêmement puissant. On pourrait même imaginer qu'à l'échelle européenne, on pourrait... Alors, vous allez me dire peut-être que ça s'est fait. Oui, on y a réfléchi en 2010 déjà avec Orange, qui réfléchissait à un système européen en partenariat avec Telefonica, l'italien, Vodafone, Deutsche Telekom. Bon, au demeurant, tout ça ne s'est pas fait, mais il y a encore très peu de temps. Vous avez peut-être entendu parler, Delphine Bateau et Nathalie Kosciusko-Morizet, donc pour la commission deux personnes de droite et de gauche, qui ont imaginé, ont proposé à l'Assemblée nationale, la création et l'émergence d'un système, d'un operating system purement français. Bon, on voit bien qu'un système d'exploitation et des marchés publics, c'est extrêmement puissant. C'est pas gagné, mais c'est quand même extrêmement puissant. La preuve, en Chine, en Corée du Nord, ils ont ce genre de... Oh là là. Mais tu es médisant. Ils ont. Mais on comprend que derrière, il y a quand même une petite, c'est pas envie vrai. de contrôler. Les grands mots, tout de suite les banderoles, franchement. Non, mais il y a une chose, par exemple... Tu es un rétif, hein. Attention. Il y a une chose que l'on pourrait dire quand même, c'est que il y a un accord... Peu de temps, alors j'ai pas lu l'accord, on peut le trouver sur le web, mais il y a un accord qui a été passé avec le ministère de l'Éducation nationale et Najat Vallaud-Belkacem avec deux sociétés qu'on connaît bien, une qu'on a citée tout à l'heure qui est Microsoft et un équipementier extrêmement puissant qui est Cisco. Donc bon, les choses qui se mettent on met entre les mains d'acteurs privés, alors Cisco c'est un équipementier, mais Microsoft c'est aussi du cloud, donc c'est aussi du cloud et des systèmes, etc. On met un énorme acteur public qui est l'éducation nationale un peu entre les mains. Je ne veux pas dire qu'elle a eu tort, puisque je n'ai pas du tout lu le contenu de ces accords, mais ce sont quand même des accords avec des acteurs purement privés et complètement américains. Bon. Enfin, voilà. Le dernier point, mais on en parlera, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi, parce que les acteurs publics sont très présents dans la data, et notamment sur l'évolution de la loi Le Maire, qu'on verra assez prochainement, parce qu'elle va être, je crois, votée. Et sur la proposition de loi sur l'open data, puisque les collectivités territoriales seront amenées dès 2007 de manière obligatoire à fournir tout un ensemble de data sous quelque format que ce soit, mais au moins de fournir des data quant à leurs différents services. Donc ce sera absolument intéressant de pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà. Et puis ça change aussi, et on en parlera de l'impact par rapport au passage des problématiques juridiques liées à la data du côté pénal. Et ça va changer beaucoup de choses pour les PDG d'un point de vue responsabilité. Mais bon, nous en parlerons dans une autre vidéo. Pour finir, mon cher Lionel, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Moi, je dirais que les pouvoirs publics et les entreprises, de toute façon, sont des prescripteurs. Alors, les entreprises, les grandes entreprises, sont des prescripteurs dans les systèmes d'information qu'ils choisissent pour avoir des systèmes interopérables. Ça favorisera
l'addition des talents plutôt totalement. que l'éparpillement des talents. Voilà. De toute façon, l'informatique irait beaucoup plus vite. Maintenant, encore une fois, l'espéranto. Bon, maintenant, il y a des mecs qui se lancent quand même. Il y a quand même des choses qui se font. Alors, il y a un système qui s'appelle IFTTT. On va traduire rapidement. On le montre en même temps là, à l'écran. If, This, Then, That, qui permet en fait de relier des appareils entre eux ou des actions que vous faites à des appareils. Alors, c'est pas de l'interopérabilité, c'est de la connexion. On parle un langage et on le traduit dans un autre. Voilà, et on le traduit dans un autre langage. Mais c'est quelque chose qui est plutôt assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on en reparlera sur Smart City, les Smart Home, etc., sur maisons connectées, villes connectées. Vous avez la possibilité, par exemple, de relier votre téléphone qui prend une photo à l'imprimante de votre grand-mère. Et donc vous prenez une photo et vous avez l'imprimante de votre grand-mère qui sort la photo. Ou alors il fait beau et vous avez une lampe U de Philips qui s'allume en bleu. Voilà, vous recevez un email, hop, ça passe en vert. BMW a fait aussi quand on s'approche d'une zone géographique, comme l'école de vos enfants, ça envoie automatiquement un SMS pour que l'enfant puisse sortir de l'école. Donc en fait, ça veut dire que c'est la caution et l'argument pour acheter une BM. Voilà, si d'un point de vue de l'épouse, ça passe. Mais c'est vrai que l'émergence de ces systèmes qui seraient interopérables ou qui pourraient être interconnectés, c'est indispensable dans la santé, c'est indispensable dans la sécurité. Vous imaginez que vous avez des systèmes de sécurité, vous rajoutez des éléments, ça serait intéressant que les briques ne viennent pas forcément tous du même fabricant. Dans la santé, vous imaginez que le fabricant qui va tester votre glycémie, c'est pas forcément le même fabricant qui produit le matériel qui va tester votre rythme cardiaque, et que si tout ça pouvait se parler, ça serait très efficace. C'est un des fondements, on en avait parlé dans la conférence, l'interopérabilité, c'est une des tendances sur les 10 prochaines années qui va pénétrer totalement le digital. Mais c'est particulièrement vrai sur l'avenir de l'homme soutenu ou aidé ou accompagné par tout un ensemble d'outils, que ce soit sous-cutané ou autre, qu'importe, mais où l'interopérabilité permettra à plein de systèmes de santé de se connecter. Est-ce que ça permettra à l'homme de mieux vieillir? Je ne sais pas, mais en tout cas... Ça décuplera toutes les possibilités qu'on aura avec nos capteurs IoT, c'est-à-dire notre Internet des objets. Ce qui est marrant, c'est pour finir avec IFTTT, c'est que c'était historiquement quelque chose de très social media et qu'ils se sont ouverts de plus en plus à la domotique. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est gratuit, c'est super utile et franchement, je trouve ça assez révolutionnaire. Bon, sachant qu'on en parle quand même depuis plusieurs années. Et là, ils ont fait un bond monumental avec les objets connectés. C'est un vrai levier de croissance pour eux et on est bien au-delà de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années quand on parlait juste de connexion de réseaux sociaux. Ouais, complètement. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre mot pour terminer? Je pense qu'on a tout dit. On a déjà dit beaucoup. On a peut-être été un peu long si vous êtes resté jusqu'au bout. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes arrivé à 7 minutes même. Voilà, mais il est temps de nous quitter. Merci à tous pour votre soutien. Encore une fois, merci à tous de liker notre page, de suivre notre chaîne YouTube. On est très heureux de partager des moments avec vous qu'on espère sympathiques et pas prise de tête. On évite les buzzwords, je vous promets, mais c'est super difficile. En tout cas, écoutez, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis on se revoit très vite. Bye bye. Ciao. Très vite.